Bien, bonsoir à tous. Toujours ravi de vous accueillir chaque mois pour nos événements littéraires au Centre des Arts. Je remercie Dominique Roland, l'équipe du Centre des Arts, de nous accueillir chaque mois. Je remercie Angela Assouline qui permet ces belles rencontres littéraires. Pour vous proposer ce soir le titre de notre conférence, donc Pétain de Gaulle, un drame shakespearien. Je présente comme à l'accoutumée rapidement mes invités, que je remercie infiniment, Monsieur Kersaudy, Madame Vergès-Chaignon, et je remercie également notre modérateur depuis 3 fois, Simon, je crois, Bendoulila, du magazine Lire, voilà, qui va animer ce débat. Madame Bénédicte Vergès-Chaignon, vous êtes docteur en histoire de Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de l'occupation en France et auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur cette guerre et le régime de Vichy, dont une biographie du maréchal Pétain, édition Perrin, sortie en 2014, et une biographie de Jean Moulin aux éditions Flammarion en 2018. Plusieurs prix ont récompensé vos travaux, dont le prix de la biographie politique en 2014 au Salon du Livre du Touquet et le prix de la biographie du Point en 2015 pour votre ouvrage consacré donc au maréchal Pétain. On souligne également votre intervention d'historienne spécialisée dans un documentaire de Serge Moiti, Sigmaringen, le dernier refuge consacré au dernier soubresaut de la collaboration en France. Monsieur François Kersaudy, vous êtes diplômé de l'Institut d'études politiques et docteur en histoire. Vous êtes polyglotte et auteur de nombreux ouvrages écrits en français et en anglais. Vous avez enseigné aux universités d'Oxford, l'histoire contemporaine, et à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, les langues anglaises et anglo-saxonnes. Vous êtes spécialiste d'histoire diplomatique et militaire contemporaine, auteur d'une vingtaine d'ouvrages, des biographies, des essais, dont 5 sur le général de Gaulle et Churchill, la mésentente cordiale, De Gaulle et Roosevelt, le duel au sommet, Le monde selon De Gaulle, en 2 volumes, me semble-t-il, De Gaulle, stratège au long cours. Et je souligne votre dernier ouvrage paru l'an passé aux éditions Fayard, La liste de Kersten. Donc ce soir, merci à tous les deux de venir nous présenter 2 hommes, 2 figures emblématiques qui ont traversé la Première et la Seconde Guerre mondiale, 2 militaires français les plus célèbres du XXe siècle, et qui ne cesse de susciter des controverses, et ce, depuis, vous le dites, Monsieur Kersaudy, 3 siècles. Et surtout en période électorale, on peut dire qu'on est dans une actualité, puisque, vous nous direz ce que vous en pensez, l'action, en tout cas, de Pétain a été, ou son positionnement, sa posture a été évoquée, vous en parlerez peut-être, durant ces élections, cette campagne. Et aujourd'hui, tout le monde se revendique, en tout cas, je dirais, de l'extrême gauche à l'extrême droite, de Gaulle. Donc, vous nous direz s'il s'agit là d'une récupération politique. Enfin, je suis curieuse, c'est ma question en fait, avant les questions adressées au public. Qu'en est-il et qu'en pensez-vous? Voilà. Vous remercie encore infiniment pour ce qui va se dire ce soir. 45 minutes, 50 minutes de conférence et puis quelques questions durant 15-20 minutes avant la dédicace ensuite dans le hall. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci. Alors, pour commencer, qu'est-ce qui apparente l'histoire de la relation de Pétain et de Gaulle à un drame shakespearien? Le micro est allumé.
commencer, si vous voulez. Alors, il aurait fallu que ce soit François qui commence parce que je pense qu'il est beaucoup plus calé que moi en littérature anglaise. C'est un drame shakespearien. Alors pourquoi? Parce qu'il y a du bruit, qu'il y a de la fureur, hein, probablement. C'est parce que nous partons d'une situation, somme toute, assez banale. Un jeune sous-lieutenant qui appartient à un régiment d'infanterie à Arras et puis qui a un colonel. Et puis nous arrivons au moment où l'un devra gracier l'autre et l'autre l'un. Donc voilà peut-être en quoi c'est un drame shakespearien. Alors il y a combien d'actes finalement dans ce drame? Une demi-douzaine. C'est pas classique, mais ça fait rien. Alors est-ce qu'il y a des parallèles qu'on peut faire entre leurs tempéraments? Le tempérament de Pétain et de Gaulle. Ce sont deux hommes du Nord. L'un d'entre eux est de l'île de Gaulle, l'autre est du Pas-de-Calais, Pétain. Mais ils n'ont pas du tout le même rapport à leur région, puisque de Gaulle y reviendra plus ou moins, tandis que le maréchal Pétain choisira de s'installer à Villeneuve-Loubet quand il le pourra. Donc je ne sais pas si ça reflète un tempérament ou pas. Ce sont des hommes avec un fond familial complètement différent. De Gaulle a été élevé dans une famille unie et aimante. Pétain a été éjecté d'une famille recomposée et en a gardé un caractère très secret et très réservé. Et puis, surtout, ils ont quand même 34 ans d'écart. C'est une bonne génération. Pétain est né sous le Second Empire, tandis que De Gaulle est né sous la Troisième République déjà bien installée. Et en réalité, je pense, moi, que Philippe Pétain sera toujours un homme du XIXe siècle, tandis que je crois que De Gaulle est bien un homme du XXe siècle. Voilà, tout ça est vrai. Et ajoutez à cela que ce sont tous les deux des hommes à la fois timides et orgueilleux et qui sont là pour les mêmes raisons. Tous les deux se sont engagés dans l'armée pour la revanche. La revanche de 70, la reconquête de l'Alsace-Lorraine, c'est leur horizon à tous les deux. Et ce qui n'est pas classique dans l'armée, c'est qu'effectivement, vous allez avoir tout de même une relation assez étroite entre un sous-lieutenant et un colonel pour des raisons, on peut dire, d'admiration mutuelle. De Gaulle admire l'autorité du chef, sa prestance, il dit même quelquefois sa majesté, quand il rencontre au début. Et Pétain admire à la fois l'entraîneur d'hommes, le conférencier, puisque De Gaulle fait des conférences depuis l'âge de 22 ans, et le commandant de section pendant les manœuvres. Donc vous avez déjà, dès le départ, une admiration mutuelle et des relations quand même peu communes entre un sous-lieutenant et un colonel. La hiérarchie, à l'époque, était quand même extrêmement stricte et sévère, et par conséquent, ce rapprochement était quand même assez peu banal. Le fait qu'ils fassent régulièrement le chemin ensemble pour aller à Paris, le fait que, comme dit De Gaulle, il leur arrivait de se croiser parce qu'ils fréquentaient les mêmes dames, a dit De Gaulle, tout ça n'est pas banal dès le départ. Mais enfin, c'est surtout cette admiration mutuelle de départ qu'il faut retenir et qui va expliquer évidemment beaucoup de choses par la suite. Alors, à propos de départ, racontez leur rencontre. Alors, c'était en 1912, il me semble, dans le 33e régiment d'infanterie d'Arras. Comment ça s'est passé? Pas bien. Si bien que le colonel Pétain, à l'époque, a mis de bonnes notes au sous-lieutenant De Gaulle en lui prédisant un
un grand avenir dans l'armée. Digne de tous les éloges, écrit-il dans son premier rapport. L'admiration est évidente. L'admiration... il l'a repéré, c'était pas très difficile de repérer De Gaulle. La taille moyenne à l'époque, c'était 1m64. De Gaulle était 1m92. On repère assez vite dans des cas comme ça. Mais il y a aussi quand même ces conférences qui ne sont pas banales pour quelqu'un qui est tout jeune et qui tient des conférences déjà dignes pratiquement d'un chef d'État, d'un grand stratège, ce qui est curieux pour un sous-lieutenant. Et il y a cet idéalisme, cette façon de se conduire aux manœuvres qui impressionne tout à fait le colonel Pétain, ça c'est certain. Donc c'est ça, que cette admiration mutuelle qui domine dans cette première année de leur rencontre. Jeune Saint-Cyrien qui fait son stage et voilà, on l'admire. Alors, quelle était l'évolution de leur relation avant-guerre, finalement? Est-ce qu'on peut dire, comme certains, que De Gaulle était le fils spirituel de Pétain? Trop tôt pour dire ça. Ce qui est sûr, c'est que De Gaulle le dira jusqu'à la fin. Monsieur le maréchal, donc c'est très loin en avant, mais vous qui fûtes mon chef et mon exemple. Donc ça dit beaucoup de choses en peu de mots. Alors, est-ce que Pétain était vraiment le parrain du fils de Gaulle, Philippe, ou est-ce un mythe inventé par Pétain? Alors là, vous nous projetez dans les années 20, Simon. Alors, ce n'est pas un mythe inventé par Pétain, même si le maréchal Pétain n'était pas le parrain de Philippe de Gaulle. En tout cas, il le disait. Oui, mais De Gaulle le disait aussi, ou le laissait entendre dans les années 1920 pour se faire un peu mousser. Mais Madame de Gaulle n'aurait pas accepté comme parrain au sein de l'Église catholique pour son fils un homme marié à une divorcée, le tout civilement, et qui était notoirement connu pour ses aventures, alors extra-conjugales avec des S à extra-conjugales, puisque avec des femmes mariées, étant lui-même marié ou pas, selon les périodes. Donc non, en fait, les parrains et marraines de Philippe de Gaulle étaient, selon la tradition familiale, des membres de sa famille. Alors... Mais cela témoigne d'un certain degré d'amitié et de relations suivies qui ont existé dans les années 1920 entre De Gaulle et Pétain. Alors, est-ce qu'ils ont eu des rapports finalement pendant la Grande Guerre? Indirect. Comme vous le savez, le colonel Pétain a... pendant les premiers mois de la guerre, grimper les échelons de la hiérarchie militaire si vite que comment dirais-je, les galons, les étoiles ne suivaient pas au rythme de ses promotions. Et tandis que, voilà, De Gaulle est un jeune officier parmi d'autres. Ce qui les rapproche, sans doute, c'est qu'ils seront tous les deux à Verdun en 1916, dans des positions très différentes, puisque l'un sera le commandant chargé de la défense de Verdun, tandis que l'autre est un jeune officier qui va être blessé, qui va être porté disparu alors qu'il est prisonnier en Allemagne. Et effectivement, mais François va nous le raconter, Pétain prononce alors son éloge funèbre. Voilà, sans savoir d'ailleurs absolument ce qui est arrivé à De Gaulle, d'autant que Pétain a eu l'occasion de prononcer quelques centaines d'éloges funèbres, qui n'étaient d'ailleurs pas rédigés par lui, mais bon, c'était la coutume, et donc on présumait que ça avait dû se passer d'une certaine façon, et même on présumait même qu'il était mort, donc ça prouve qu'il ne savait rien, mais c'était, si j'ose dire, une formalité. L'admiration de Gaulle pour Pétain
pendant la guerre s'explique aussi par les conceptions stratégiques de Pétain, dont il faut quand même dire un petit mot. La stratégie de départ, celle du général de Grandmaison, c'était qu'on attaquait partout, toujours à la baïonnette. Il fallait aller embrocher l'ennemi. Et Pétain, depuis bien des années, défendait une toute autre théorie. On n'attaquait qu'avec une très soigneuse préparation d'artillerie. La défensive, c'est le feu qui arrête. L'offensive, c'est le feu qui avance. Hein, on n'attaque pas sans avoir préparé le terrain avec un bombardement d'artillerie massif. Et de ce point de vue-là, c'était un avant-coureur, hein, et il était mal vu depuis bien longtemps, hein, dans les écoles de guerre, justement parce que c'était en quelque sorte une théorie hérétique. Et évidemment, le cours de la guerre a montré qu'il avait raison. Et l'admiration de Gaulle pour Pétain s'est prolongée pendant la guerre, justement parce qu'il a bien vu que c'est lui qui avait raison, et que à la fois son rôle à Verdun, mais surtout son rôle en 1917, quand il est parvenu, quand Pétain est parvenu à calmer les mutineries, parce que les mutineries allaient mettre en danger très gravement et peut-être même faire perdre la guerre, comme en Russie. Hein. Il faut voir que les mutins chantaient l'Internationale et mettaient la crosse en l'air. Hein. Et c'est Pétain qui est arrivé à les calmer. Et c'est surtout Pétain qui a défini cette nouvelle stratégie, c'est-à-dire on arrête les offensives qui coûtent autant de monde. J'attends les tanks et les Américains. Et c'est pour ça que on n'a pas recommencé les grandes offensives à la Nivelle qui coûtaient si cher. Et l'admiration de Gaulle venait aussi du fait que Pétain a épargné des hommes, hein, puisque il a mis un terme quand même à ces mutineries dans l'armée, sans faire trop de dégâts, si j'ose dire. Il n'a pas fait fusiller plus que nécessaire. Et en même temps, il a fait adopter cette stratégie d'attente. On ne fait pas d'offensive avant d'avoir les moyens en hommes avec les Américains et les moyens en matériel avec les chars. Il me faut 3000 chars, disait Pétain. Donc voilà, ça c'est quand même... Et depuis sa captivité, de Gaulle parlait souvent de Pétain en disant « mon colonel ». Et lui au moins n'a pas préparé la guerre précédente. Donc il était quand même extrêmement élogieux de ce point de vue-là. Alors, dans quelle mesure Pétain a donné un coup de pouce à la carrière de Gaulle, non seulement avant la Grande Guerre, mais entre les deux guerres? Alors, comme de Gaulle avait été prisonnier de 1916 à 1918, il souhaitait mettre les bouchées doubles, effectivement, pour compenser dans sa carrière. Il a préparé et réussi le concours d'entrée à l'école de guerre. Et là, son tempérament, ses convictions l'ont mis parfois en difficulté avec la direction de l'école et avec ses professeurs. Et là, effectivement, le maréchal Pétain, donc, qui est entre-temps devenu le maréchal Pétain, l'un des vainqueurs de la Grande Guerre et pour l'heure le vice-président du Conseil supérieur de la Défense, c'est-à-dire en fait le généralissime potentiel de l'armée française, eh bien, va donner un bon coup de pouce à De Gaulle pour améliorer ses notes à l'école de guerre. Et puis ensuite, il va effectivement se l'attacher à son état-major comme officier de plume, mais nous y reviendrons. Et puis, il va
quand De Gaulle aura des petits problèmes avec sa hiérarchie, des petits coups durs dans sa carrière, continuer à aider, et il va même assurer une publicité éclatante à De Gaulle en exigeant qu'il prononce des conférences à l'école de guerre. Mais là, je vais laisser François vous raconter ça. Alors oui, il l'impose à l'école de guerre, alors que De Gaulle fait un petit peu ce qu'avait fait Pétain avant la guerre, c'est-à-dire qu'il s'oppose à la stratégie existante. La stratégie existante, c'est issu de la Grande Guerre, c'est-à-dire on conquiert le terrain, on le prépare et on attend l'assaut. De Gaulle, c'est ce qu'ils appelaient la stratégie a priori. De Gaulle, lui, prône le mouvement et dit qu'on ne peut pas se limiter à préparer le terrain. Il faut une stratégie qui tienne compte, ce qu'il appelle la stratégie des contingences, qui tienne compte d'une bonne douzaine de facteurs, la mobilité, le temps, la stratégie de l'ennemi, les forces disponibles, etc., etc. Donc, une stratégie des contingences, il appelle ça. Et donc, il est mal vu à l'école de guerre. Et effectivement, au départ, on voulait même lui donner une mention passable. Hein. Et puis, c'est le maréchal Pétain qui obtient qu'on lui donne au moins une mention bien. Hein, ce qui, un petit peu en menaçant un petit peu et en faisant preuve de son autorité, parce qu'il est quand même vice-président du Conseil de guerre, c'est le généralissime, etc. Donc il a une autorité sur ces gens, et il obtient au moins la mention bien. Mais il ne peut pas empêcher qu'on l'envoie au 4e bureau, hein, ce qu'on appelle les ripincelles, hein, pour s'occuper de l'intendance. Mais il dit à De Gaulle de patienter parce que lui l'appellera à son état-major très rapidement. Et c'est ce qui se fait effectivement à l'été de 1925. Et De Gaulle devient ce fameux officier de plume qui va travailler pour le maréchal à la rédaction de ce fameux livre, le soldat français à travers les âges, hein, qui doit servir au maréchal pour se donner un petit peu de gloire littéraire afin d'entrer à l'Académie française. Il pense qu'il faut avoir au moins rédigé un livre pour ça. Et donc, voilà, De Gaulle sera son officier de plume. François, qu'il faut avoir pas rédigé un livre. Il faut avoir publié un livre sous son nom. Oui, voilà. Il faut pas rédigé. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans là qu'est tout le problème, d'ailleurs. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que... Pétain n'aura pas besoin du livre pour y entrer. Hein. Le décès de Foch suffira. Non. Alors, permettez-moi, François. Non, il fera écrire par quelqu'un d'autre la bataille de Verdun. Ah oui, sur la bataille. Ah oui, voilà, c'est vrai qu'avant d'entrer... Un petit livre qui paraîtra en 1929... Oui. Et voilà, qui sera concomitante avec son élection de maréchal à l'Académie française. Voilà, c'est ça. Et effectivement, il avait quand même quelque chose à son actif. Mais il n'a pas utilisé les 5 chapitres rédigés par De Gaulle parce que d'aucuns, en l'occurrence c'est Lyautey, hein, qui avait déjà fait courir le bruit que c'était pas de lui. Et donc, le maréchal a mis ça dans son coffre-fort et il s'en est pas servi. Alors, évidemment, ça fait avancer un petit peu dans le récit. Pour l'instant, on laisse le manuscrit dans le coffre-fort du maréchal et on continue pour dire que le maréchal continuer à faire la promotion de son officier de plume, hein, d'abord en faisant en sorte qu'il soit envoyé commander le 19e bataillon de chasseurs, hein, à Trèves, ce qui était quand même une distinction pour quelqu'un d'un grade aussi modeste. Ensuite, en lui conseillant d'aller au Levant, et à son retour, en faisant tout ce qu'il fallait pour que De Gaulle soit engagé au secrétariat général du Conseil supérieur de la défense nationale.
ce qui, là, va vraiment lui mettre le pied à l'étrier. Et donc là, on voit à quel point De Gaulle a été, de ce point de vue-là, l'obligé du maréchal, à quel point le maréchal l'a poussé en avant, à la fois parce qu'il en avait besoin, mais aussi parce qu'il estimait que c'était quelqu'un qui irait loin et que lui, ça ne lui déplaisait pas d'avoir un poulain de cette nature en qui il voyait un futur généralissime de l'armée française. Donc voilà, le pied à l'étrier, de toute évidence, c'est le maréchal qui le lui a mis. Enfin, le pied à l'étrier, c'est aussi cet épisode de Gaulle près de plume de Pétain qui a marqué aussi la rupture entre les deux hommes. Alors, c'est là, effectivement, qu'on va arriver à une autre partie du drame que Bénédicte va peut-être nous raconter. Et on revient justement au manuscrit qui se trouve dans le coffre. Alors, on a peut-être brûlé une étape, c'est de savoir quand le maréchal Pétain est mort. Parce que De Gaulle pense qu'il est mort en 1925. Le malheur du maréchal, c'est qu'il est mort en 1925. Et le malheur de la France, c'est qu'il ne s'en est pas aperçu. Hélas, hélas. Voilà, j'aurais pas voulu vous laisser manquer ça. Voilà, donc toute plaisanterie mise à part, c'est vrai que c'est quelque chose que De Gaulle a dit et qu'il a dit sur le moment. En 1925, le maréchal Pétain a accepté d'aller au Maroc pour mener les opérations contre les rebelles du Rif avec l'Espagne et évincer sans élégance le maréchal Lyautey, ce qui lui a été beaucoup reproché dans les milieux militaires et que De Gaulle a jugé comme une erreur et une inélégance. Et une marque de sénilité. Voilà. Et donc, comme il travaille à ce moment-là à proximité du maréchal Pétain, il commence à voir les défaillances de sa mémoire, sa capacité de travail qui baisse, et surtout, et c'est plus important que les considérations personnelles, cette sclérose intellectuelle qui s'installe par rapport aux conceptions stratégiques et tactiques et qui va beaucoup les éloigner par la suite. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, l'admiration mutuelle devient moins grande, les liens se détendent. Lorsque Pétain est donc élu à l'Académie française et qu'il faut écrire son discours de réception, De Gaulle fait acte de candidature et les autres officiers de l'état-major disent à Pétain non, il dira partout que c'est lui qui a écrit ce discours et voudra en tirer toute la gloire. Et donc, voilà, De Gaulle est écarté de cette prestigieuse mondanité. Et en fait, voilà, dans les années 30, les liens se distendent et deviennent simplement polis, voilà, plutôt que effectivement très, très liés, jusqu'au moment où la crise va se déclencher pour une querelle littéraire, ce qui n'est pas le moindre des paradoxes entre des militaires. Oui, jusqu'en 1934, tous les livres de De Gaulle sont dédiés au maréchal. Vers l'armée de métier, ne l'est pas. Et ça marque effectivement la différence de conception stratégique. De Gaulle veut une armée mécanisée, une armée blindée, de soldats de métier. Et Pétain, qui n'enregistre plus vraiment à l'époque les nouveautés, ne suit pas. Il ne comprend pas
Il veut continuer la stratégie de la Grande Guerre avec les tanks qui servent en accompagnement d'infanterie. Les tanks suivent et protègent l'infanterie, alors que pour De Gaulle, c'est le contraire. C'est l'infanterie qui suit les tanks, et ce sont les tanks qui ouvrent massivement les offensives. Donc il y a un désaccord stratégique, et Pétain se prononce dans plusieurs articles, préfaces, etc., contre la conception de Gaulle. Donc il y a déjà cela. Et puis, il y a toujours ces fameux 5 chapitres du soldat français restés dans le coffre du maréchal, que De Gaulle lui réclame, et que le maréchal lui rend de mauvaise grâce, et que De Gaulle va faire publier en y ajoutant 2 autres chapitres, il y en aura 7 en tout, par les éditions Plon en 1938, avec une dédicace flatteuse pour le maréchal, mais qui ne convient pas au maréchal. Et assez curieusement d'ailleurs, puisque la dédicace qu'aurait voulu le maréchal était nettement moins flatteuse que celle que lui avait préparée De Gaulle. Hein. Mais bon, ça confirme un petit peu ce que disait l'entourage du maréchal lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il avait des absences et que c'était pas toujours très rationnel dans ses décisions. Et puis en plus, il y avait son entourage qui était pas toujours très bien disposé envers De Gaulle et qui envenimait un petit peu les choses aussi, il faut bien reconnaître. Mais effectivement, les relations sont fortement distendues, ils se parlent très peu, et quand De Gaulle paraît dans une réception, un défilé militaire, etc., Pétain dit « Voilà le dindon ». Bon, on voit que les relations sont quand même pas au beau fixe, hein, et effectivement, cette histoire de dédicace qui est vraiment insignifiante, mais qui a été montée en épingle, fait qu'ils ne se parlent plus du tout. Et quand ils vont arriver tous les deux dans le même gouvernement, c'est-à-dire à l'été de 1940, eh bien, le sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et le ministre d'État ne se parlent pas. Donc ça donne quand même une petite idée de l'ambiance. Et la première chose que fait d'ailleurs le maréchal dans son première conversation avec le président du Conseil, Paul Reynaud, c'est de lui parler de l'affaire de dédicace. Hein, en plein milieu de la campagne de France, c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus évident, mais le maréchal à ce moment-là n'était déjà pas vraiment au mieux de sa forme, hein, puisque le président Lebrun se souvient de leur demander comment il expliquait cette déroute des armées françaises, et le maréchal Pétain lui répond ce sont les communications électriques. Il me semble qu'on a abandonné un petit peu trop tôt les pigeons voyageurs. Bon, vous voyez un petit peu quand même à quel niveau ça pouvait se passer. Et tout le monde note que le maréchal, à ce moment-là, a quand même de longues absences. Mais il se souvient toujours de cette affaire de dédicace, et ça empoisonne les relations. Et ça continuera d'ailleurs assez curieusement, même pendant la guerre où il y a bien d'autres drames. On entendra encore souvent Pétain dire ah, ce De Gaulle, il est méchant. Et d'ailleurs, il m'en veut à cause de cette histoire de dédicace, qui évidemment est assez loin de ce que pensait De Gaulle à l'époque, parce qu'il avait quand même d'autres soucis en tête. Mais chez le maréchal, il faut toujours voir que il y a des hauts et des bas. Et comme disait le docteur Ménétrel, il faut prendre le maréchal pendant qu'il est frais. C'est-à-dire qu'il faut prendre au début de matinée, mais pas trop loin après, parce qu'après, ça se gâte un peu. Alors, à Londres, que dit dans les grandes lignes De Gaulle sur Pétain ? Il y a brièvement une sorte de dialogue à distance, c'est même beaucoup dire dialogue, qui s'instaure au mois de juin 1940. Les deux hommes se voient pour la dernière fois le 14 juin à Bordeaux, où le gouvernement
s'est replié de son premier repli et ils se saluent, ils n'échangent pas de paroles. Ce sera la dernière fois qu'ils se verront. Et donc le 17 juin, devenu la veille le nouveau chef du gouvernement, le maréchal Pétain annonce qu'il demande l'armistice et qu'il faut cesser le combat. Le 18 juin, vous le savez, le général de Gaulle lui répond en quelque sorte en appelant lui à la continuation de la guerre. Et dans les jours qui suivent, leurs appels et leurs discours se répondent à distance. Pétain explique le 20 juin quelles sont les causes de la défaite de son point de vue. Trop peu d'alliés, trop peu d'enfants. Et de Gaulle répond, lui, que les causes de la défaite temporaire sont des erreurs tactiques et stratégiques. Oui, par exemple, discours à la BBC du 26 juin. Si la France a été vaincue par la force mécanique, c'est que nous n'avions pas de force mécanique. Et à qui la faute, monsieur le maréchal? Oui, parce que le maréchal avait été la plus haute autorité militaire entre les deux guerres, donc il avait eu la possibilité de faire cette force mécanique. Et donc de Gaulle lui rappelle que c'est de sa faute si on n'en avait pas. Hein, c'est déjà ennuyeux. Dans un des discours suivants à la BBC, vous avez ceci. Pensez que la France pourrait continuer à être la France sous la botte d'Hitler et le sabot de Mussolini, c'est de la sénilité ou de la trahison. Évidemment, les deux termes de l'alternative ont dû être aussi peu confortables pour le maréchal quand il a entendu cela à Vichy. Hein. Et puis, après, dans un autre discours, hein, ces vieillards qui se soignent à Vichy. Là aussi, hein, c'est pas extrêmement aimable. Hein, c'est embêtant. Hein, Pétain va d'ailleurs essayer, lors de la mission Rougier, de faire pression sur Churchill pour que De Gaulle arrête de l'attaquer de cette façon, en accentuant un petit peu, en poussant un petit peu justement sur le côté de la sénilité, parce qu'évidemment, comme on l'a dit au début, Pétain est quelqu'un d'assez orgueilleux, et il n'aime pas trop qu'on fasse allusion à ses absences. Hein, et évidemment, Churchill répond que il n'a pas les moyens de brider le général de Gaulle, hein, parce que de Gaulle a un certain caractère, et il n'aimerait pas ça. Hein, et à la fin d'ailleurs de 1940, quand Churchill fait l'éloge du maréchal devant de Gaulle lui répond le maréchal, il y a 2 heures de maréchal par jour. Oui, évidemment. Vous voyez, donc tout ça est un peu embêtant. Et ce choix que De Gaulle donne en permanence pour ce qu'il considère comme le crime de la capitulation, en fait, d'où vient tout le reste, et bien évidemment, c'est attribué à trahison, attribué à la sénilité. Donc en fait, il y a les deux. Et tout ça, il va continuer à en parler pratiquement pendant toute la guerre. Et ce sera gênant. Mais surtout, ce qu'il leur reproche à tous, hein, à Weygand, à Darlan, à Noguès, etc., c'est d'avoir laissé capituler l'État. Aucune armée capitule, il comprend. Mais un État ne capitule jamais.
Et donc pour lui, ils ne peuvent pas avoir la moindre légitimité, justement parce qu'ils ont capitulé devant l'ennemi. Tout le reste vient de là. Alors, après, le général de Gaulle est bien placé pour savoir que, autant qu'il puisse dire sur la sénescence du maréchal Pétain, le maréchal Pétain est le maréchal Pétain, c'est-à-dire qu'il est arrivé au pouvoir et il a été accueilli avec respect et soulagement parce que les Français l'aiment, l'admirent, le considèrent comme le vainqueur de Verdun et pensent qu'il pourra défendre les intérêts et l'honneur français contre l'Allemagne qu'après tout il a déjà vaincu une fois. Et c'est la raison pour laquelle De Gaulle aussi au mois de juin dit dans un de ses discours, et excusez-moi je ne sais pas faire De Gaulle, que pour faire cela, c'est-à-dire pour capituler et se soumettre, il n'était pas besoin de vous, monsieur le maréchal, n'importe qui aurait suffi. Parce qu'en réalité, le nœud, il est là. C'est-à-dire que si c'était n'importe qui, évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Et comme c'est le maréchal Pétain, eh bien oui, il va pouvoir porter cet armistice, il va pouvoir porter ensuite la politique de collaboration. Et c'est là aussi un vrai nœud crucial entre eux. Alors, est-ce que derrière l'analyse implacable et acerbe sur Vichy, est-ce qu'il reste pour De Gaulle un semblant, un résidu d'affection pour Pétain, ou une pitié pour le vieil homme et son naufrage finalement? Ouais, je ne sais pas si au milieu des enjeux de la guerre mondiale, ça a une importance. En tout cas, le maréchal Pétain, lui, il a laissé condamner De Gaulle à mort par contumace en août 1940. Puis il s'avisera de dire en 1945 que, bien sûr, si De Gaulle avait été capturé, il aurait été rejugé, il n'aurait pas été exécuté immédiatement. Alors, sur l'affection qui aurait pu rester pendant la guerre, je pense que le général vous aurait répondu un homme peut avoir des amis, une nation, jamais. Et De Gaulle se considérait pendant la guerre comme une nation. Et donc l'amitié là-dedans, ça ne jouait pas. Comme Churchill s'en est aperçu lui-même à ses dépens. Churchill lui disait toujours dans son français un peu branlant mon général, vous ne voulez pas que nous soyons amis. Et pour De Gaulle, ça n'avait aucun sens, justement parce que l'amitié dans ces moments n'avait pas de sens. L'amitié, c'est quand on ne représente plus son pays. Quand on le représente, il ne faut surtout pas se laisser gagner par le sentimentalisme. Nous sommes trop pauvres pour faire des concessions. Alors, c'était valable pour les Anglais et encore plus valable, évidemment, pour Vichy. Alors en 1942, Pétain a cherché à se rapprocher de Gaulle par l'intermédiaire, notamment du général Alfred Conquet. Comment ça s'est passé? Alors non, pas. Excusez-moi Simon, mais non, pas du tout. Pas lui, alors. Non, jamais Pétain n'a cherché à se rapprocher de Gaulle. Des gens de bonne volonté ont pensé pouvoir servir d'intermédiaire et sont allés proposer leur service à Pétain. Mais non, jamais Pétain n'a donné suite à ça, ou alors avec l'ambiguïté dont il aimait user, en donnant l'impression à tous ses interlocuteurs qu'il était de leur avis. Mais il n'y a jamais eu, ni en 1942, ni en 1943, de démarche pour se rapprocher de Gaulle. Alors, à la fin de la guerre, à la victoire des Alliés, Pétain a-t-il entendu tendre la main à De Gaulle pour lui proposer une tentative, disons, de rapprochement? Il faudrait quand même rester un petit peu dans la guerre, et notamment en novembre 1942. Pourquoi? Parce que De Gaulle dit à son entourage je n'ai jamais compris pourquoi le maréchal n'était pas venu en Afrique du Nord
à ce moment-là. Les Français d'Algérie l'auraient accueilli à bras ouverts, les Américains l'auraient embrassé, les Anglais auraient suivi, et nous n'aurions pas pesé bien lourd. Et le maréchal serait rentré à Paris sur son cheval blanc. Et donc De Gaulle n'a pas compris. Pétain, lui, a dit à son entourage à cette époque, réponse sans doute à l'interrogation de De Gaulle, l'avion, l'altitude sont totalement contre-indiqués à mon âge. Bon, c'est une réponse comme une autre, non, mais ça a été habillé plutôt en je ne peux pas quitter les Français, je ne peux pas quitter la France. Sauf qu'à l'époque, l'Algérie, c'était la France. Oui, mais néanmoins, François, je pense que Pétain tenait à rester cohérent par rapport au fait qu'il avait choisi en France, contre l'option de continuer la guerre en dehors de la métropole, de rester en métropole. Et c'est la raison pour laquelle il est resté en novembre 1942 en France. Il avait en outre un grand souci de sa dignité personnelle qui empêchait tout ce qui ressemblait un petit peu à une aventure. Et je ne pense pas qu'il ait jamais envisagé à un moment, au mois de novembre 1942, de gagner l'Afrique du Nord, ce en quoi, vous avez raison, il a eu sans doute très tort, car il aurait changé au moins son propre destin et probablement une partie de celui de la guerre. Oui, son entourage l'avait pressé de le faire, mais il n'avait jamais pris l'avion. Il était breveté aérostatier. Si. Il avait déjà pris l'avion pour aller au Maroc. Pour aller au Maroc, il était allé en avion. Tout à fait. Ah oui. Oui, donc il n'en avait peut-être pas si peur que ça. Ah si, parce qu'il pensait que ça allait lui faire des problèmes de santé. En tout cas, le commandant Gorostarzu, l'aviateur, l'avait pressé, lui a dit qu'il y avait un avion à sa disposition, qu'on volerait très bas, etc., etc. Mais il a refusé. Alors il y avait certainement plusieurs raisons, hein. Et puis, en ce qui concerne le maréchal aussi, le problème était l'heure du jour à laquelle on lui proposait la chose, hein. Il faut quand même en tenir compte. C'est bon, alors peut-être qu'on peut en venir au procès, ou peut-être qu'on parle encore de la guerre, ou on peut en venir au procès. Non, vous voulez. Donc tous ces mystères, ces péripéties. Alors pourquoi De Gaulle voulait que Pétain reste en Suisse pendant son procès? Alors, il y a peut-être avant quand même la question du mois d'août 1944. Oui, que vous avez évoqué tout à l'heure, Simon. La mission de l'amiral Offand. Alors, pardon pour le jeu de mots avec Vichy, mais quand les carottes sont cuites, c'est-à-dire quand les armées alignées ont réussi la percée à Falaise et avancent à grande vitesse vers Paris, on s'avise à Vichy au mois d'août que si on veut sauver sa peau et se justifier, il pourrait être opportun de toucher les Américains et peut-être de proposer un compromis. Donc l'amiral Offand est chargé d'aller proposer à De Gaulle de lui transmettre en quelque sorte la légitimité dont le maréchal Pétain continue à penser qu'il est le seul et unique détenteur depuis le vote de juillet 1940. En réalité, Offand n'atteindra jamais De Gaulle et de toute façon, le 20 août, Pétain est emmené par les Allemands d'abord vers l'Est, à Belfort, puis ensuite en Allemagne où il va passer dans le château de Sigmaringen toute la fin de la guerre, jusque justement à la fin du mois d'avril 1940, où il obtient, par la complaisance de ses, alors j'allais dire gardiens, de ses accompagnateurs allemands collés à lui, de pouvoir passer en Suisse avant l'effondrement du Troisième Reich. Et effectivement, pour en venir à votre deuxième question, Simon,
le général de Gaulle aurait considéré avec faveur que la Suisse accorde l'asile politique à Pétain et que Pétain soit simplement jugé par contumace, c'est-à-dire en son absence. On obtiendrait ainsi la condamnation symbolique nécessaire pour poursuivre tous les procès de l'épuration, puisqu'ainsi les accusés ne pourraient plus se réfugier derrière l'obéissance à Pétain, pouvoir légal. Et en même temps, on s'éviterait le procès d'un homme qui a alors 88 ans, et on s'éviterait le risque de devoir fusiller au petit matin un homme de 88 ans qui se trouve quand même avoir été le vainqueur de Verdun et un maréchal de France. Mais Pétain, lui, il est tout à fait décidé à rentrer en France et à comparaître en personne à son procès pour s'expliquer. Donc il ne fait vraiment que transiter par la Suisse. Il rentre en France et là d'ailleurs il découvre avec surprise l'accueil extrêmement froid et très hostile qui lui est réservé dès la frontière passée. Et en réalité, ce qui va aussi compliquer son procès, c'est qu'il n'est plus vraiment en capacité, ne serait-ce qu'à cause de sa surdité et de ses problèmes de mémoire, de participer à l'instruction, qui est brièvement reprise, puis au procès lui-même. Donc, il va se ranger à l'avis de son plus célèbre défenseur, maître Jacques Izorni, qui va donc proposer une stratégie de silence adoptée par Pétain pendant presque toute la durée de ces 3 semaines de procès. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, dans la proposition qu'avait faite Pétain de faire une passation de pouvoir par l'intermédiaire de l'amiral Hoffmann, il était écrit pourvu que le principe de légitimité que j'incarne soit sauvegardé. Et cela faisait évidemment que De Gaulle ne pouvait pas répondre, parce que si Pétain incarnait la légitimité, De Gaulle ne l'incarnait plus. Et il faut voir que la principale préoccupation de Gaulle à ce moment-là, ce n'était plus les Allemands, c'était les communistes. Et il avait très peur que les communistes puissent avoir une influence sur le peuple français en continuant à prétendre ce qu'ils n'avaient jamais cessé de prétendre, c'est-à-dire que finalement Vichy et Londres étaient complices. Et que donc, la seule solution, c'était un gouvernement populaire. Et un gouvernement populaire, évidemment, c'était un gouvernement communiste. Et donc, De Gaulle, depuis le début, depuis la libération, et même un petit peu avant, il avait toujours une longueur d'avance. Il savait qu'il fallait désarmer les communistes au propre comme au figuré. Au propre, justement, en leur enlevant leurs armes, et au figuré en leur enlevant tous leurs motifs de propagande. Et parmi les motifs de propagande, il y avait finalement De Gaulle et le complice de Pétain. Et par conséquent, il ne pouvait pas, à aucun moment, même s'il l'avait voulu, donner l'impression d'un début d'entente ou d'une passation de pouvoir, ou d'une certaine légitimité que pourrait avoir Vichy ou Pétain. Évidemment, les Allemands lui ont rendu service en enlevant le maréchal. Par la suite, et ça explique aussi ce qui va se passer au procès, il faut que le maréchal soit condamné à mort. Alors, les pressions, on ne va jamais vraiment les exposer au grand jour, parce qu'on dit au ministre de faire savoir, au président Mongibaud, etc., au procureur, lui aussi, qu'il
il est nécessaire que le maréchal soit condamné à mort pour bien montrer à quel point Vichy a été illégitime et criminel. Mais en même temps, il n'est pas question de faire fusiller le maréchal. Mais encore en même temps, parce que De Gaulle a toujours plusieurs coups, c'est un terrible joueur d'échecs, hein, il sait toujours ce qu'il faut faire d'avance, un stratège au long cours, De Gaulle. Hein. En même temps, il ne faut pas que les communistes puissent l'accuser d'avoir gracié le maréchal par complicité. Et donc, les membres du jury, qui ont condamné à mort par 14 voix contre 13, sont aussi priés discrètement de demander que la sentence ne soit pas exécutée, ce qu'ils vont faire. Et en s'appuyant là-dessus, ce qui désarme évidemment les critiques des communistes, en s'appuyant sur la demande du tribunal, eh bien, De Gaulle va le gracier et changer la sentence en détention à perpétuité. Et quand on va envoyer le maréchal au fort du Portalet, De Gaulle ne veut pas demander un avion au ministre de l'Air, qui est communiste, et donc on l'envoie vers le fort dans l'avion personnel du général de Gaulle, que le président Truman vient de lui offrir et pour lequel il n'a pas besoin de demander l'assentiment du ministre de l'Air communiste, vu qu'il n'a aucune confiance dans Tillon, le ministre de l'Air communiste. Vous voyez un petit peu comment tout ça s'arrange. C'est de la haute politique, il faut faire très attention, et c'est une sorte de mare d'alligator dans laquelle il faut essayer de surnager, et de ce point de vue, évidemment, De Gaulle est un maître stratège à tout point de vue. Alors venons-en peut-être maintenant à ce qui pourrait être le dernier acte. C'est l'après 1946 ou 49. Finalement, à Londres, puis dans ses mémoires, enfin surtout dans ses mémoires, est-ce que De Gaulle n'a pas cherché à trouver à Pétain des circonstances atténuantes quand il dit « Où donc vous a-t-on conduit » par exemple, dans ses mémoires? Oui, il ne dit pas « Qu'avez-vous fait ?» Où donc vous a-t-on conduit? Pourquoi? Parce qu'il a toujours considéré que De Gaulle était manipulé par son entourage. Du détournement de vieillard. Oui, ça a été dans absolument tous les camps, tout le monde a tout le temps dit que Pétain était manipulé, influencé, avait un mauvais génie. Alors bon, c'était Laval ou c'était tel ou tel membre de son cabinet, voilà. C'est vrai qu'il semblait plus facile de dédouaner le maréchal. Ce qui semble, c'est que De Gaulle, après cette condamnation hautement symbolique et nécessaire, après cet emprisonnement démonstratif au fort du Portalet, qui est particulièrement austère et qui avait accueilli un certain nombre des détenus de Vichy, aurait envisagé un aménagement de la peine du maréchal Pétain dans un lieu de détention plus confortable, voire une libération conditionnelle eu égard à son grand âge. Mais le général de Gaulle quitte le pouvoir en janvier 1946 et après lui, eh bien, les gouvernants n'ont plus sans doute assez de légitimité par rapport à ce sujet, assez d'emprise sur leur majorité parlementaire fragile pour se risquer à cette libération. Et ce grand vieillard va vivre jusqu'en 1951 en devenant en quelque sorte le plus encombrant prisonnier du monde et pas seulement le plus vieux. Et c'est vrai que, comme vous le savez, sous la 4e République, le général de Gaulle est dans l'opposition et le fait savoir, et il est aussi dans l'opposition sur la question de la détention de Pétain. Oui, ça lui fait, notamment lorsqu'il lance le RPF et qu'il commence à bombarder les positions des gouvernements de la 4e République,
il se sert aussi de cette affaire pour montrer que tous ces gens, tous ces ministres et tous ces présidents du Conseil, le manège des chevaux de bois, ce sont des vieux dégonflés et qu'ils tremblent à l'idée s'ils même évoquaient la possibilité de libérer le maréchal pour le laisser prendre sa retraite dans sa villa de Villeneuve-Loubet, eh bien évidemment le gouvernement serait par terre. Et De Gaulle n'arrête pas d'en jouer. Et dans ses discours du RPF, il y a toujours, en particulier à partir de 1949, vous avez des quantités d'allusions à cela dans les conférences de presse. Celle de mars 1949, par exemple, au Palais d'Orsay, c'est pas évidemment ce qui intéresse les journalistes, mais c'est ce qui intéresse De Gaulle. Je suis surpris qu'on ne me parle pas du maréchal Pétain. Eh bien, moi, je vais vous en parler. Il y a un vieillard dans un fort. Pourquoi ce vieillard mourrait-il sans avoir vu des arbres, des fleurs, des amis? Je crois que ce n'est pas une bien grande chose que de les condamner. Et l'année d'après, 1950, c'est un opprobre que de retenir prisonnier un homme qui va avoir 95 ans. Et ça recommence encore d'innombrables fois par la suite. Il n'arrête pas de le mentionner. L'idée, évidemment, à la fois, il pense à la dimension historique, mais aussi, évidemment, ça lui sert de verge pour battre le gouvernement en place, les gouvernements en place qui se succèdent. Mais évidemment, c'est assez remarquable parce que c'est comme dans une tragédie. Et là, vous avez ce retournement extraordinaire de celui qui fait campagne pour Pétain, pratiquement, c'est De Gaulle. Il faut le laisser. C'est le vainqueur de Verdun. Après tout, ça mérite considération. On ne laisse pas un vieil homme mourir en prison. Et le suprême retournement que Shakespeare aurait probablement adoré, c'est le maréchal qui dit à son épouse moi j'ai été privé de mes droits civiques, mais toi tu les as encore, va à Paris et vote pour le candidat du général de Gaulle. C'est le bien de la France qui l'exige. Le bien de la France et un petit peu aussi, évidemment, le bien du maréchal, puisque si De Gaulle revient au pouvoir, lui pourra rentrer dans sa villa de Villeneuve-Loubet. Vous voyez quand même le retournement, c'est quand même assez fabuleux. Il y a toujours cette volonté de séparer les deux Pétains, finalement, dans son discours. Enfin, il y a aussi cette De Gaulle au 50e anniversaire de la bataille de Verdun, là, où il a voulu vraiment séparer les deux hommes. Et puis quand il a fleuri sa tombe également en 58, il a réitéré cette parole. Oui, effectivement, parce qu'il est De Gaulle, c'est vrai qu'il peut rendre hommage en 1966 à Pétain, le vainqueur de Verdun, enfin le défenseur, le sauveur, puis le vainqueur, selon les noms qu'on lui a donnés aux différentes époques. Et en un sens, il crée cette distinction qui est artificielle, et qui existerait néanmoins si Pétain était mort en 1938, par exemple, à l'âge de 82 ans. Probablement, nous habiterions boulevard Pétain, où il y aurait un hôpital Pétain ou des collèges Pétain. Voilà, pourquoi pas. Et c'est vrai que De Gaulle va se tenir sur cette crête de distinction, mais que lui peut se permettre, parce qu'il est le général De Gaulle, et que les autres ne peuvent pas forcément s'autoriser.
D'accord. Eh bien, voilà, je crois qu'on a bien parlé pour ce soir et je vais passer maintenant la parole à Françoise Mantier. Bien. Écoutez, moi, je suis là pour distribuer la parole à ceux qui souhaitent poser des questions à nos deux auteurs. Donc,